Le retour du loup en Alsace est une réalité depuis quelques années, c'est aussi ce livre, celui de notre invité. Bonjour Thomas Pfeiffer. Bonjour Mathieu. Vous êtes un grand passionné, on va dire, au minimum de cet animal qui est réapparu dans notre région il y a une petite dizaine d'années maintenant, après en avoir été éradiqué il y a un siècle. Et vous posez cette question en ouverture, sur la couverture directement, faut-il en avoir peur? La réponse elle est entre guillemets dans la première partie du livre, je ne spoile rien, c'est pourquoi surtout a-t-on peur du loup? C'est une très vieille histoire, vous nous faites remonter les siècles, et c'est surtout beaucoup de fantasmes. Exactement, en fait le loup et son histoire c'est un millefeuille culturel qui remonte à nos origines. Puis je rappelle quand même que le loup ça a été finalement le premier animal domestiqué, qui est l'ancêtre de tous les animaux domestiqués, l'ancêtre du chien. Et c'est assez intéressant de voir que cet animal a nourri et cristallisé autant de tensions et d'antagonismes depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, surtout qui a fait du loup un animal diabolique, qui en a fait avec le chaperon rouge de Perrault, évidemment, un animal avec la rage, évidemment qu'il fallait éliminer coûte que coûte. Ennemi des troupeaux, ennemi des hommes, Buffon, nuisible de son vivant, inutile après sa mort, tout était dit au siècle des Lumières. Donc il faut dire qu'évidemment le loup n'emmène pas large avec cette réputation. Et progressivement, aujourd'hui, ce loup qui revient naturellement, on en trouve les bénéfices puisque cet animal... On en parlera d'ailleurs de l'avenir et des années qui sont devant nous. Exactement, cet animal sauvage a des atouts à apporter dans notre écosystème, c'est évident, quoi. Et vous avez recensé dans ce livre notamment toutes les traces historiques, elles sont très nombreuses dans nos archives, notamment parce que quand au 16e, 17e, 18e siècle, quand on abattait un loup, on recevait de l'argent, donc il y a énormément de traces dans nos archives. On touchait une récompense quand on tuait un loup, tout simplement. Exactement, on avait une prime qui était l'équivalent à peu près de 2-3 semaines du salaire d'un agriculteur de l'époque, donc c'est pas j'allais dire, rien du tout. Et donc ça permettait de mettre un peu de beurre dans les épinards, et on vendait la fourrure en plus, donc on pouvait en faire soit un habit, soit effectivement toucher cette prime. Il y avait même des trafics de primes entre différentes préfectures et départements pour toucher la prime plusieurs fois, qui fait que de temps en temps on coupait soit la patte du loup avant, soit la queue pour être sûr que la personne ne touchait pas la prime plusieurs fois. Exactement. Est-ce qu'il y avait une vraie peur du loup déjà à ces époques dans les campagnes? Cette chasse au loup, à quel besoin, à quelle peur elle répondait à l'époque? Alors, on va dire que la peur du loup fait partie des peurs qui faisaient partie de toutes les peurs qui existaient au Moyen-Âge, pas plus qu'une autre, pas plus que la peur de la nuit, des fantômes, du diable, qui était bien moindre d'ailleurs pour le loup. Mais progressivement, le loup est devenu le symbole de l'antéchrist, le symbole diabolique qu'il fallait éliminer coûte que coûte, ennemi des troupeaux comme j'ai dit tout à l'heure, ennemi effectivement des activités humaines. Mais le loup faisait partie intégrante des risques comme les avalanches, comme les incendies, qui étaient quelque chose de très important pour les maisons qui étaient principalement en bois, comme les épidémies, comme la grande peste de 1348 qui a aligné un habitant sur 3, qui était la principale pandémie qui a tué le plus de personnes. Donc le loup est intégré, j'ai vu ça dans une thèse, comme un autre risque. Néanmoins, ce loup, quand il était enragé, et uniquement quand il était enragé, là pouvait faire effectivement des dégâts assez importants, puisque ce loup seul allait charger des individus, hommes ou femmes, sans distinction, et effectivement mordre à tout va, ce qui était un comportement totalement anormal, alors que les animaux domestiques, quand ils sont enragés, vont plutôt fuir la maisonnée pour aller mourir à l'état sauvage dans les fourrés. Votre combat à vous, c'est de réhabiliter le loup, de détricoter cette peur, quand bien même depuis 100 ans, il n'y avait plus de loups en France, et depuis les quelques-uns qu'on voit, évidemment, ne s'en prennent pas aux humains. C'est un vrai combat, ce mécanisme, il est très 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 ancré dans la population. Alors c'est un combat, mais en même temps un combat qui s'intègre à l'idée que si je veux être utile au loup, je dois être utile à l'éleveur et à ceux qui vivent autour du loup. Le projet de la Maison du Loup, justement, c'est de faire comprendre que pour faire cohabiter l'homme et le loup, il faut trouver des solutions durables pour les éleveurs et ceux qui vivent ce retour-là, et d'apporter des solutions concrètes à ceux qui vivent ce retour face aux attaques. Donc je suis en train de proposer d'ailleurs un projet très concret d'aide berger dans les lycées agricoles, j'espère soutenu par les chambres d'agriculture et notamment le conseil régional, pour finaliser, labelliser des formations de jeunes dans les lycées agricoles pour suppléer les éleveurs la nuit tombée avec des chiens, plus des clôtures effectivement électrifiées qui permettent d'avoir, on va dire, le maximum de garantie face aux attaques de loup. Alors évidemment, il n'y a jamais zéro risque, mais si on a l'une ou l'autre perte par-ci par-là, cela devient tolérable. Là, on est le pays, je rappelle en France, qui avons le plus d'attaques sur les troupeaux, qui dépensons le plus d'argent et qui tuons le plus de loups. Donc ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose de paradoxal par rapport à l'Allemagne qui a le même nombre de loups, où il y a beaucoup moins d'argent dépensé, et pourtant cela fonctionne davantage. Donc mettons-nous tous autour d'une table, développons l'économie pastorale en lien avec, j'allais dire, un écotourisme intégré, où la neige et le réchauffement climatique vont faire qu'il va falloir trouver des solutions durables, et faisons des circuits courts, locavores, où l'amoureux du loup ira acheter de la viande locale, de moutons comme moi qui adore la viande, et qui permettront de défendre nos éleveurs dans le marché mondial et la concurrence néo-zélandaise qui est totalement déloyale pour nos éleveurs.
Pour finir d'un mot, qu'est-ce que refaire une place au loup, qu'est-ce que ça, un siècle après l'avoir exterminé, qu'est-ce que ça dirait de notre humanité, pour utiliser un grand mot? Alors j'adore votre mot humanité parce que ce matin même dans une autre émission, dans une émission de radio, on l'a utilisé. Humanité comme harmonie, c'est-à-dire l'idée que l'homme n'est pas le détenteur et le dépositaire de cette planète, mais qu'il est capable de vivre au sommet d'une chaîne alimentaire comme le loup, le requin, les grands prédateurs, l'ours et le lynx, en harmonie, c'est-à-dire en cohabitation, en connexion avec ces grands prédateurs qui jouent un rôle très important de régulation sanitaire par leur chasse, et simplement l'idée que d'accepter le vivant et ce qui est sauvage, ça fait partie juste de ce que nous sommes et de ce que nous sommes capables peut-être d'être, puisque le loup est le reflet du sauvage et le miroir de l'âme humaine. Ben finalement, accepter le loup, c'est s'accepter soi-même. C'est QFD. Le retour du loup en Alsace, Thomas Pfeiffer, c'est aux éditions de La Nuit est Bleue. Merci d'être venu dans ce grand format aujourd'hui.